tout cas, j'en profite pour vous remercier d'être là parce que je suis vraiment très émue et très heureuse que les amis et les professionnels qui sont avec nous depuis longtemps aient fait le déplacement et réservé quelques heures pour être là aujourd'hui. Je dis à ça, tu peux le dire moi après. Je dirais quand même. Alors, je sais qu'à un moment donné, Denise avait pensé qu'on aurait pu le faire à l'ESSEC, puisque c'est là où se réunit souvent le conseil d'administration, mais j'ai trouvé que c'était quand même, on avait discuté ensemble, plus symbolique de le faire à l'Alliance. Mais c'est symbolique évidemment de le faire ici, j'en dirais Ouais. aussi, parce que bon, c'est un endroit où on s'intéresse aux malades rares. Chère Denise, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la reconnaissance de la nation des mérites de Denise Attente. Alors, je vous rappelle que l'Ordre national du mérite a été institué par le général de Gaulle le 3 décembre 1963 pour récompenser les mérites distingués, civils ou militaires, rendus à la nation française. Alors, il y a une petite particularité qu'il faut savoir, c'est que le décret qui institue l'Ordre national du mérite comporte la signature de 3 présidents de la République. Le général de Gaulle, parce que c'était le président, mais il y avait forcément la signature du Premier ministre, il s'appelait Georges Pompidou, et du ministre de l'économie et des finances, il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Alors, chère Denise, la tradition veut que j'énonce vos mérites, dussiez-vous en rougir. Mais plus que vos mérites, je voudrais faire état des conversations que nous avons eues. Et j'ai été frappé par la cohérence et le sens que vous avez donné volontairement ou non à votre vie. Vous avez été, m'avez-vous dit, très marqué par une rencontre avec un prêtre. Il a eu une grande influence sur vous, puisque vous avez même à un moment donné pensé rentrer dans les ordres et devenir bonne sœur. Son message était que ce qui est enrichissant et vaut la peine d'être vécu, c'est d'aider et servir les autres. Vous n'avez pas choisi, à l'évidence, cette voie-là, puisque vous êtes marié avec Pierre, que Anne a 27 ans, Jean, qui a le syndrome d'Angelman, a 29 ans, et Mathieu a 22 ans. Mais votre vie professionnelle et associative montre un parcours qui apparaît aujourd'hui cohérent et fidèle à vos objectifs de jeunesse et au message que vous aviez reçu. Le choix de l'enseignement comme carrière professionnelle est important puisqu'il signifie une volonté de comprendre les autres, et en particulier les enfants et les adolescents, pour les faire progresser. Vous avez fait vos études à Nice, et très vite vous êtes orienté vers les sciences de la vie et de la terre, avec un intérêt pour la biologie marine. D'ailleurs, j'ai appris que vous aviez fait un stage à Roscoff. Vous avez dû trouver que l'eau de la Bretagne était trop froide, et donc votre deuxième stage, vous l'avez fait à Banyuls. On peut comprendre. Vous obtenez le CAPES en sciences naturelles en 1979 et le CAPES pratique en 80. Et après 2 ans de mise à disposition au rectorat de l'Académie de Nice, vous obtenez un premier poste au collège Charles Gounod à Canteleu pour aboutir en 2007, après plusieurs passages, au lycée Jean-Écart à Hyères, où vous exercez toujours. Vous avez obtenu le diplôme universitaire déficience intellectuelle et handicap mental à l'université Claude Bernard à Lyon. Ce DU est animé par Vincent Desportes, que nous connaissons bien au sein de l'Alliance, et en partie surtout au niveau d'Angelman, et de Delphine Héron. Vincent Desportes est à Lyon et Delphine Héron est à la Pitié-Salpêtrière. Votre deuxième vie, c'est l'engagement associatif. Vous m'avez dit l'engagement associatif, c'est ce qui permet de vivre. En aidant les autres, je me suis aidé moi-même. Je pense que beaucoup de personnes ici présentes, aujourd'hui, partagent ce point de vue. Vous avez commencé cet engagement associatif tout naturellement en devenant la représentante des parents au centre Jean Itard à Colobrières de 90 à 95. Le centre Jean Itard est un institut médico-social avec la vocation de répondre
aux difficultés des personnes atteintes de déficience intellectuelle, auxquelles peuvent s'ajouter des incapacités motrices et ou des troubles de comportement ne relevant pas d'un établissement sanitaire. Vous devenez ensuite délégué régional de l'association francophone du syndrome d'Angelman, l'AFSA, pour la région sud-est, de 1999 à 2007. Vous êtes élu président de l'AFSA en 2007. Sous votre présidence, l'AFSA rejoint l'Alliance Maladies Rares, qui nous accueille aujourd'hui et qui regroupe un peu plus de 200 associations de malades et qui représente environ 2000 pathologies rares et 2 millions de malades atteints de maladies orphelines. Au sein de l'AFSA et avec l'aide des membres du conseil d'administration, vous financez des programmes de recherche sur le syndrome d'Angelman, vous animez le conseil médico-scientifique de l'AFSA, vous travaillez au renforcement des liens avec les familles, vous mettez en place des formations à la prise en charge éducative de leurs enfants pour les parents, et vous venez de mettre en place un conseil paramédical. Je voudrais terminer en lisant le message du Dr Marie-Odile Livet, présidente du conseil médical et scientifique de l'AFSA, et qui n'a pas pu être là cet après-midi. À mon grand regret, il ne m'est pas possible d'assister à la cérémonie de remise de l'ordre du mérite à Denise. Mais je veux dire combien je suis heureuse que cette belle distinction vienne récompenser l'engagement de Denise ainsi que la qualité de son travail auprès des familles de l'AFSA et des professionnels. En tant que présidente du conseil médical et scientifique, je peux en témoigner puisque Denise travaille en lien étroit avec nous et j'apprécie toujours les échanges avec elle. Je sais aussi que Denise souhaite que cette distinction vienne récompenser avec elle tous ceux qui œuvrent à ses côtés pour le soutien des familles et le progrès des connaissances sur le syndrome d'Angelman, sans oublier ceux qui l'ont précédé à la présidence de l'AFSA, Blaise Jankowski et Annie Cossé. Denise, avant de procéder à la remise de votre médaille, je voudrais vous dire que j'ai été très touché et très honoré que vous m'ayez demandé de vous remettre cette médaille. Pierre, Anne, et j'oublie pas Jean et Mathieu, c'est aussi grâce à vous que Denise est honorée aujourd'hui. Denise Laporte, au nom du président de la République, nous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Je vous remercie bien sûr d'être tous là pour cette cérémonie officielle. Je voudrais que ce discours soit prononcé en l'honneur des enfants et des adultes atteints par le syndrome d'Angelman et plus généralement les personnes atteintes par une déficience intellectuelle. Comme l'a dit Gérard Viens, l'Alliance Maladies Rares aide les associations de malades et représente certains de ces malades qui sont orphelins d'associations puisque les maladies sont trop rares pour être représentées par une association. Alors je voudrais insister un peu sur les maladies rares en disant que ces maladies rares ont comme particularité d'être génétiques sans être forcément héréditaires, d'être rares comme leur nom l'indique et d'être pour la plupart incurables. Elles provoquent de graves désordres du métabolisme et entraînent souvent des problèmes neurologiques. Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique rare dont les manifestations apparaissent dès les premiers mois de la vie et les personnes qui en sont atteintes doivent être protégées tout au long de leur vie. Je remercie donc Gérard d'avoir accepté de me remettre les insignes de l'Ordre national du mérite. Je l'ai sollicité pour cela, d'abord parce qu'il est très impliqué dans notre association, qui lui a donné de l'élan et qui l'a fait rayonner dans de nombreuses instances. Il continue à le faire, mais aussi et surtout parce qu'il est touché par ce syndrome à travers sa petite fille Caroline. Enfin, je remercie mon mari et mes 3 enfants, sans la tendresse desquels je ne vais pas arriver à la fin du discours. Bon, je suis évidemment très émue. Si tu pleures, je vais pleurer. Soyons prêts. Sans la tendresse desquels, je ne pourrais pas assurer la présidence de l'AFSA. Je voudrais également associer à cette récompense tous les membres du conseil d'administration de l'AFSA avec lesquels je travaille depuis des années. Tout le travail qui est fait dans cette association, qui compte aujourd'hui plus de 400 adhérents, a pour but d'aider les familles et les malades à travers de nombreuses actions de formation et d'information des parents et des professionnels,
Et ce travail se fait en étroite collaboration avec le Conseil médical et scientifique, d'où le message de Marie Médégué tout à l'heure. Mais j'associe également à cette récompense les parents, amis et professionnels qui entourent et aident les personnes atteintes du syndrome d'Angelman à longueur d'année. Dans notre parcours familial avec Jean, notre fils aîné, atteint par le syndrome d'Angelman, les amis de la première heure, que le handicap de notre enfant n'a pas fait fuir, ont largement contribué à notre bonheur et à notre équilibre. Je pense à Jean évidemment en ces moments, et c'est pour la raison pour laquelle évidemment les larmes ne peuvent s'empêcher de couler. Je ne l'avais pas écrit. Par leur présence, ces amis, et leur fidélité, ils nous ont dit, sans le formuler, qu'ils acceptaient Jean avec ses difficultés. Et sans les professionnels qui ont suivi Jean depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, la vie n'aurait tout simplement pas été possible. Enfin, je dédie particulièrement ce moment à Jean et à tous les enfants et adultes atteints par ce syndrome. Je suis fière d'avoir obtenu cette récompense parce qu'elle signe la reconnaissance de notre pays envers les personnes atteintes par le handicap mental. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la déficience intellectuelle parce que ça me paraît utile pour comprendre pourquoi je me suis engagée, en dehors du fait que j'ai un enfant qui est atteint par cette déficience. Alors, des grands pas ont été faits déjà pour reconnaître ce handicap mental, parce qu'il y a des plans qui ont été mis en place, le plan autisme et puis le plan pour les personnes atteintes de troubles spécifiques des apprentissages. Et ces plans ont été utiles puisque dorénavant, parler des personnes autistes ou des personnes 10 est devenu courant. Petit à petit, dans notre société, il devient possible d'accueillir, d'accompagner et de respecter les enfants ou les adultes atteints par ces difficultés intellectuelles ou relationnelles. La différence fait moins peur, et comme à chaque fois que l'exclusion recule, le bonheur augmente pour tous. Et le travail des associations de malades n'est pas pour rien dans ces progrès sociétaux. Mais il reste un monde étrange, et qui pour la plupart nous est étranger, y compris pour les professionnels, parents et amis qui le côtoient, c'est le monde de la déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle est définie comme un trouble cognitif caractérisé par un retard global du développement, et pour que ces personnes soient heureuses, il faut déployer beaucoup de moyens, et ce depuis la plus petite enfance. Or, de nos jours, les moyens hospitaliers pour prendre en charge cette déficience intellectuelle sont très insuffisants, et les carences se situent à plusieurs niveaux de la prise en charge. Alors, un dossier de saisine a été déposé auprès de la Haute Autorité de Santé, justement pour alerter les pouvoirs publics sur l'absence de prise en charge correcte de cette déficience intellectuelle. Et on a un grand espoir que d'ici un an ou deux, je ne pense pas me tromper en donnant ce délai, peut-être un plan sur la déficience intellectuelle sera élaboré par la Haute Autorité de Santé. Et à partir de là, on peut espérer que la prise en charge deviendra beaucoup plus correcte. Tout cela pour vous raconter tout le travail qui est fait autour de ces personnes déficientes intellectuelles. Et après tout, on pourrait se demander pourquoi s'intéresser à ce monde étrange de la déficience intellectuelle, pourquoi des personnalités brillantes y consacrent toute leur vie professionnelle. Les personnes déficientes intellectuelles, bien qu'atteintes dans leur capacité à être autonomes et à se prendre en charge, sont douées pour être et pour nous faire être. Côtoyer une personne déficiente intellectuelle, c'est côtoyer la part secrète de l'être. Les personnes déficientes intellectuelles nous dévoilent ce qu'il y a d'étrange à être et ce qu'il y a d'étrange dans notre être même. Et ce faisant, elles nous rassurent, elles nous disent que rien n'est grave au fond, que ce qui se passe dans l'instant, entre elles et nous. Cependant, je voudrais souligner que la déficience intellectuelle pose des limites qui entravent la liberté de la personne, l'incapacité à subvenir à ses propres besoins et les difficultés de communication font de la personne déficiente intellectuelle une personne extrêmement dépendante. Par votre présence aujourd'hui, vous m'autorisez à penser que nos enfants ont les mêmes droits fondamentaux que n'importe quel citoyen. Et je regarderai cette médaille à chaque fois que je serai tentée de renoncer ou d'abandonner la lutte,
ce qui est une tentation bien fréquente quand on est parent d'un enfant handicapé. Quelques lignes écrites par Charles Gardou, qui est anthropologue, et qui a fait la préface du rapport de Jean-François Chaussy sur l'intégration des personnes handicapées, dont le sous-titre est « Passage de la prise en charge à la prise en compte ». Charles Gardou dit « Ils ne sont pas assez éloignés pour ne pas les voir, ni assez étrangers pour les oublier, pas assez proches cependant pour les reconnaître. Ces passants qui font l'expérience d'une autre voie et connaissent une mise à l'écart du mouvement général ne sont pourtant pas des inconnus, ce sont des enfants, des adultes dont le handicap est venu bouleverser la vie et ils dépendent bel et bien de nous. » Encore une fois, merci d'être là pour partager ce moment génial. Je voudrais dire un dernier merci à Colette Chédère, qui a été à l'origine de cette médaille. Je peux dire un mot sur elle? Bien sûr. En fait, elle a proposé de me décerner cette médaille, que je n'ai pas prise pour moi, bien sûr, vous l'avez compris, en pensant que ça serait utile pour des associations comme les nôtres d'être mises à l'honneur à un moment donné, de façon à ce qu'on sache déjà le travail qui est fait dans ces associations, et qui bien sûr pour nos enfants. Je voudrais remercier aussi Faustine, je ne sais pas où elle est. Et donc je voulais remercier Faustine, qui est notre première salariée dans l'association, parce qu'on est une association de bénévoles normalement. Elle est là depuis quelques mois, depuis le premier trimestre de l'année. Et depuis qu'elle est là, je dois dire qu'on travaille avec beaucoup de plaisir. Et c'est elle qui a organisé cet événement aujourd'hui. C'est un petit peu féminisé, je trouve. Oui, la parité, là. On l'a inversé, la parité. J'ai l'impression. Voilà, de temps en temps, on se vend. C'est plutôt une marité. C'est la commande, c'est comme ça. Je savais pas que c'était Dans les salles. Ah oui, oui, tu es vraiment. Elle est super. À la nouvelle chevalière. Je trouve que c'est plus lourd. Chevalière, exactement. Nouvelle chevalière. Alors tout d'abord, madame, toutes mes félicitations. Et je suis vraiment très heureuse, car dites-vous bien que parce que vous avez été décorée aujourd'hui, l'ensemble des enfants, je pense de la plupart des parents qui sont ici présents, sont honorés au travers de vous.